tous et bienvenue dans Rugby Légende, l'émission qui te propose de passer une heure avec une des plus grandes stars du championnat. Aujourd'hui, pour nous accompagner autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui a marqué l'histoire des clubs inscrits au patrimoine de l'Ovalie. Il a brisé une malédiction, il a fait trembler la Nouvelle-Zélande, il a marqué des centaines d'adversaires. Et dire que ses combats sur le terrain ne sont rien comparé à celui qu'il mène en dehors. Julien Pierre est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Ça va ? Ça va très bien. Pas trop stressé à l'idée de revenir en long, en large et en travers sur une carrière un peu riche quand même. Non, c'est un très grand plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous. Parmi nous, parce que face à toi, un homme qui a vibré, pleuré, kiffé, mais surtout pleuré encore et encore avec l'ASM. Et il nous vient de Belgique, où il est aussi engagé qu'un troisième ligne. Quentin est avec nous. Ça va Quentin ? Ça va bien Pierre. Si je dois résumer les choses importantes dans ta vie, il y a un triptyque. C'est la famille, le rugby et l'écologie. C'est à peu près ça ? C'est pas mal dit, ouais. C'est quand même un hasard incroyable de te retrouver avec Julien Pierre. Vous avez des tas de trucs en commun finalement. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il est fort, très fort. Le dernier était tout petit quand Julien Pierre était le plus grand, mais depuis, il sévit sur Sud Radio ou sur l'équipe et il a prouvé qu'il était jeune, mais plein de talent. Antoine Mazère, bonjour. Salut Pierre, salut à tous. Pas trop tendu encore Antoine ? avec vous. Ouais, ça va. Franchement, il y a du beau monde autour de la table. Et, T'as bossé pour une fois ? Oui, parce qu'il y a certains matchs qu'on n'avait pas forcément tous vus, mais il y a quand même des moments marquants qui m'ont... Bien sûr. Comment ça C'est ce que j'allais dire, t'as qu'à dire que Julien Pierre est vieux, c'est ça que tu veux dire ? Non, mais pas du tout. Mais il y a quand même des moments, surtout sur la fin de carrière, qui m'ont marqué. J'étais très content de les revoir ou de relire des passages de ta carrière qui ont été quand même marquants pour le championnat français. Tout à fait, et pour les Français en général, on va y revenir. Messieurs, nous allons illustrer les moments de vie. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un plays. Qu'est-ce que c'est un plays ? C'est ça. C'est une capsule temporelle qui te permet de remonter le temps, Julien. Et regarde ça. C'est magnifique. Époque Bourgoin. Oh, c'est huilé. Regarde ça. Ça, c'est du rugby champagne, comme on dit. Hein. Le ballon est vraiment... Et là, on voit un de tes nombreux essais en carrière, le début d'une longue série, je crois. Et puis c'est huilé, hein. Regarde ça. Pascal Papé, parfaitement bien capté. Derrière, Julien Bonnet, évidemment, qui récupère. je crois qu'il y a Pascal Perron qui est là, non ? C'est possible. Pascal Perron, Julien Strivier, Olivier Pierre Rasky. Luc Forest qui vient pousser, évidemment. Voilà. Rasky, oui. C'est Karim Ghazal a révolutionné la touche. Hein. C'était l'époque où on avait à peine le droit de lifter, c'est ça ? Ah non, pas du tout. Non mais pour revenir à cette époque-là, on va y revenir justement à Bourgoin, une époque merveilleuse pour le rugby d'avant. Ça a été une des références pour le 8 de devant dans l'histoire du top 14 et du top 16 et de la poule unique. Bon bref. Au sommaire aujourd'hui, eh bien tout simplement la carrière de Julien Pierre en 5 plays, puis le moment que vous attendez tous, les 5 questions qu'on n'a jamais osé poser à Julien Pierre et à Quentin, le fan de l'ASM. Et on finira avec ce moment délicieux que CNN et les États-Unis nous envient, le quiz légendaire. Qui connaît le mieux la vie du chameau ? Quentin, le supporter de Clermont ? Ou Julien Pierre? Le suspense est totalement démentiel. C'est parti pour Rugby Légende. Juste avant Julien, t'as grandi notamment avec ton grand-père qui était propriétaire d'un zoo, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire que parmi tes passions, il y a les animaux sauvages. Ça tombe bien parce que c'est ma spécialité. Vraiment, je suis incollable. Alors, on va voir si t'es un vrai spécialiste ou un gros mytho. On va commencer par un jeu très simple. C'est quoi ça ? Je te laisse regarder. On va voir si t'es bon. C'est facile, hein. J'ai commencé avec un facile. Un oiseau d'Afrique. Ouais. Quentin, tu peux jouer si tu as la réponse, ou Antoine, allez-y, hein, je vous en prie. J'ai commencé avec un facile pourtant. Hein. C'est-à-dire marabout, c'est pas ça, Non, t'es pas loin, c'est un bec en sabot du Nil. Bon, on va continuer comme ça tranquillement. C'est pas grave, t'auras l'occasion de te rattraper dans l'émission, ne t'inquiète pas. J'avais pas le droit de regarder les réponses. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que bon, clairement, Tu l'avais pas non plus. Ah si, ça pour l'occasion, si, le bec en sabot du Nil, un oiseau d'1,30 m de haut, qui est spécialisé dans la pêche et qui a un bec ultra solide. Merci voilà. Wikipédia. Non, mais arrêtez un peu. Je suis un tricheur, mais pas dans ce cadre-là. Pour commencer en douceur, on va remonter le fil de ta carrière en commençant par le commencement. Et pour ça, Antoine a dressé ton portrait, c'est ce que j'ai appelé Julien Pierre pour les nuls. Exactement, Julien Pierre n'est pas comme 98% des rugbyman, il n'a pas commencé le rugby dans le Gers ou en Occitanie ou en Haute-Garonne, mais c'est bien dans les Sables d'Olonne justement où tu grandis que tu vas découvrir le rugby dans le club du RC Sablé aux alentours de 8-10 ans. Et déjà à cet âge, tu es déjà le plus grand dans cette catégorie, surnommé le chameau
comme disait Pierre, et c'est pas pour rien justement ce lien avec les animaux qui t'habitent depuis tout petit. Ton grand-père a été le propriétaire du Zoo du Sable et également le créateur de Bioparc de Douai-la-Fontaine, c'est en Maine-et-Loire. Tu rejoins ensuite le club non loin en Charente-Maritime, le club du coin, l'Atlantique Stade Rochelet en 1998. Tu vas y rester jusqu'en 2003, puis un nouveau challenge s'offre à toi avec le CS Bourgoin-Jallieu, où tu t'y imposes à en devenir même le capitaine durant la saison 2007-2008. Et justement, cette année de 2007, c'est une belle année pour toi parce que tu vas découvrir la première section avec les Babas. Tu vas y jouer un match contre l'Argentine à Biarritz, mais c'est également la première sélection avec l'équipe de France A lors de la tournée d'été. 2 matchs, pas face à n'importe qui, face aux All Blacks. On va revenir sur cette tournée quand même, une très belle tournée. Ouais, mais quand même pour débuter, il y a pire que d'affronter les All Blacks. Et puis après, la suite de ta carrière va s'enchaîner. 2008, nouveau challenge, nouveau départ. Tu rejoins l'ASM Clermont-Auvergne avec lequel tu vas vivre pendant 7 ans peut-être les plus belles années, une aventure exceptionnelle, plus de 180 matchs, un titre de champion de France et également qui te permettent d'accéder avec l'équipe de France à un tournoi à destination en 2010 et également une finale de Coupe du Monde en 2011. Tu vis cette magnifique carrière tu finis cette magnifique carrière avec la section paloise dans le Béarn en 2018 avec plus de 60 matchs joués. Et également des collaborations avec Conrad Smith ou Colin Slade pour finir cette carrière. Julien Pierre, c'est surtout un sportif engagé qui, avant la fin de sa carrière, avait également agi, on en parlait tout à l'heure, avec ce lien pour les animaux, la planète, l'environnement. Tu crées en 2015 la fondation Play for Nature, qui a pour vocation la protection des espèces menacées. Comme le bec en sabot du Nil. Exactement. Non, celui-là je l'aime pas. Celui-là, le bec en sabot, on le fait pas. Tu es aussi à l'origine du label Fair Play for Planet lancé en 2020. Ce label environnemental qui incite les acteurs du milieu sportif à prendre soin de l'environnement et à changer leurs habitudes. L'objectif, c'est permettre aux entités sportives d'améliorer leur modèle de développement économique, donc gagner de l'argent, en prenant soin aussi bien de l'environnement que des personnes. Un projet inspirant à l'image de l'immense carrière de Julien Pierre. Eh bien merci Antoine, est-ce que ce portrait est fidèle? Est-ce qu'on a oublié des choses là-dedans? Non, mais ce que je suis en train de me dire, en fait, on a tout dit. Mais on va revenir point par point. D'accord. C'est ça le truc, c'est Non, mais point par par contre, point. Non, là c'est pas fini. tu vois, il a bossé. Oui, mais bien sûr, il a bossé. En fait, moi je merci. suis dans le management, tu sais, vraiment par la peur. D'accord. C'est-à-dire, je commence par menacer tout de suite. T'as bossé, t'es sûr? Et puis après, voilà, évidemment, Antoine a beaucoup de talent. Je ne J'ai essayé j'aurais pu passer 1 heure à faire le portrait, mais comme on va y revenir, Oui. j'ai essayé de balayer les grandes lignes. Non, Bravo. N'en fais pas trop. On va revenir surtout point par point, comme je l'ai dit. Mais juste avant, Quentin, quelle image tu avais avant cette émission de Julien Pierre? Moi j'ai 2 images. Déjà l'équipe victorieuse de l'ASM qui gagne enfin le top 14, qui soulève le bouclier de Brennus. Et puis aussi Clermont, l'équipe la plus séduisante. Moi je viens de Belgique et donc les matchs du top 14 sont quasiment pas diffusés. Par contre, tous les samedis, en tout cas au mois de novembre et au mois de mars, il y avait la Coupe d'Europe, la H-Cup, et c'est toujours un plaisir de voir jouer Clermont parce que c'était à la fois ça avançait devant, ça envoyait derrière, c'était vraiment un super moment chaque samedi ou chaque dimanche quand on voyait la SM jouer. D'ailleurs, tu l'as dit, tu viens de Belgique, on va y revenir, parce que c'est quand même une histoire totalement folle, une histoire d'amour impossible ou improbable entre le Belge que tu es et Clermont, club où tu n'as aucune attache. Hein. C'est ça qui est dingue, c'est vraiment... mais il a kiffé l'équipe, quoi. Exactement, moi je suis un supporter romantique de l'ASM Clermont. Et tu n'as jamais été au stade? J'ai jamais été au Michelin. Encore. Ça va venir. Bien sûr. Écoute, cette émission, elle cartonne. Pour ça, moi. Surtout à Clermont. Normalement, on va te gratter des invitations. Ne t'inquiète pas. Pour remonter le fil, direction la Vendée, au Sable d'Olonne, une enfance un peu spéciale. Antoine l'a dit. Le gros club du coin, c'est La Rochelle. Comment tu te retrouves à l'ASR? C'est logique? Comment je me retrouve au Stade Rochelet? Oui, c'est logique. Finalement, pas très loin de chez toi, et c'est le club qui te repère ou Pas loin de chez moi. Alors, moi, déjà pas du tout issu d'une famille de rugbyman, même pas de sportif d'ailleurs. Et donc, voilà, le rugby fait que je suis attaché à ce sport très vite, les valeurs et le combat qu'il y a derrière. Avant de partir au rugby, j'ai failli partir dans la cuisine, et je me souviens d'un moment très précis en fait où au moment de choisir est-ce que je vais dans cette école hôtelière ou pas, et j'ai dit non, mais si j'y vais, je peux plus aller au rugby.
Et je crois que cette bascule s'est fait pratiquement à ce moment-là. J'avais peut-être 14-15 ans. Et puis après, voilà, le rugby a pris le dessus. Et puis les choses sont enchaînées un peu naturellement. Et j'ai été faire des tests. À l'époque, il y avait des tests dans les centres de formation. Les détections. Les détections, les fameuses voilà. détections. Ouais. Les journées de détection. Et en fait, on s'inscrit. Et je me souviens que quand je fais les tests, en fait, le Stade Rochelais m'avait déjà repéré apparemment. Et voilà, j'intègre le centre de formation naturellement. On va se replonger quand même dans la réalité du Stade Rochelais de l'époque. Ça donne ça. À l'époque quand même, le Stade Rochelais, c'est pas le grand Stade Rochelais d'aujourd'hui. On a fouillé dans les archives, on a surtout retrouvé pas mal d'essais encaissés malheureusement, comme ici face à Biarritz. C'était pas vraiment le grand Stade Rochelais comme aujourd'hui, mais il y a quelque chose de très spécial dans cette équipe, cette ambiance de Flandre, la passion des supporters. Quel souvenir tu gardes de ces premières années ? Le succès en junior ou tes débuts en première ? Déjà beaucoup d'amitié, beaucoup d'amitié, et cette ferveur qui existait déjà. Comme je disais, moi je venais d'une famille qui n'était pas rugbyman, de rugby, et en Vendée il n'y a pas beaucoup de rugby. Et à La Rochelle, je m'en souviens qu'il y avait toutes les voitures, pratiquement les autocollants du Stade Rochelais sur leur pare-brise. Et il y avait déjà cette atmosphère, cet amour pour le stade qui était très très forte. Et c'est ce que j'ai comme souvenir de ce club véritablement. Après voilà, j'ai eu la chance de jouer mes premiers matchs en équipe première avec German Llanes, une légende du rugby argentin. Et Rochelais, qui était une vraie figure du club. Oui, une vraie figure du club. Et puis voilà, j'ai grandi à travers ces gens-là, ces grands messieurs du rugby, et fait mes premières armes à des Flandres, c'était top. Parmi les joueurs avec qui parce que tu vas être champion de France junior, oui. Ce qui est une première et une dernière pour le Stade Rochelais, qui était une performance hors norme. La génération, c'est Pierre Vénère, Nicolas Djebaili, Vincent Debatty. Ouais. Et Vincent Debatty, on y revient, un Belge. Tu vois, il y a toujours un lien. Il y a un lien qui vous unit quand même. C'est presque surnaturel. Plus sérieusement, tu es donc belge, de Liège. Comment tu te retrouves, parce que tu l'as raconté, c'était la Coupe d'Europe et tout, mais le rugby, c'était pas du tout une évidence. C'est pas un pays de rugby, la Belgique. Pas du tout. Il y a quand même des clubs dans la région d'où je viens, mais moi, j'ai pas fait de rugby quand j'étais jeune. J'en ai fait un peu plus quand j'étais adulte, mais moi, je découvre le rugby avec mon grand frère devant la demi-finale France-Nouvelle-Zélande de 99. Et on tombe dessus un peu par hasard, je sais pas très bien pourquoi. Et à la mi-temps, on se regarde et on se dit on va regarder la fin du match parce qu'on s'était pris à y croire. On se dit s'ils font un peu moins d'erreurs, ça va démarrer. Et puis après, tu regardes les matchs, plus tu regardes, plus t'aimes ça. Et puis à un moment, il y a une équipe qui tape dans l'œil et c'est parti. Cette passion, finalement, c'est un peu le dénominateur commun de tous les gens qui viennent autour de la table. Ils sont unis par le même truc qui s'appelle la passion. Est-ce que tu as réussi à la transmettre autour de toi ? Parce que là, t'es quand même en mission. Je veux dire, en Belgique, c'est pas facile, j'imagine, de faire aimer le club de Clermont autour de toi. Moi, j'ai des images de mes enfants à 4-5 ans qui écrit ici c'est Montferrand, avec un drapeau montferrandais qui m'avait été offert par des supporters. Je me suis retrouvé un jour par hasard en Irlande, un match qui était où Clermont allait jouer au Leinster. Je suis allé sur le forum des cybervulcans en disant est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont une place entre machin. J'ai trouvé 2 places, j'étais avec ma compagne. Les supporters trouvaient ça super drôle et super marrant. Ils nous ont offert un drapeau et on l'a toujours. Donc clairement, il y a une passion qui se transmet. Et puis avec nos groupes de potes, on est allé voir des matchs à la dernière Coupe du Monde de rugby. Enfin voilà, on est quand même... ça y est, t'es piqué quoi. Là, t'es foutu. La fanatitude a franchi un pas, clairement. Julien, tu vas jouer donc plusieurs saisons sur la côte atlantique. Et puis il y a un club qui est quand même assez particulier, à la fois prometteur et historique, qui vient de chercher ses Bourgoins. Est-ce que c'est Philippe Saint-André qui te convainc ou c'est pas lui ? Alors, Philippe était manager à l'époque, mais comment ça se passe ? C'est qu'on joue une finale de Coupe de France. À l'époque, il y avait la Coupe de France, et on joue contre Bourgoin. Et contre Bourgoin, pendant le match, je me croise Pascal Papé. Donc on s'échange quelques amabilités. Des bisous, des câlins. Voilà, quelques amabilités. Je m'en souviens qu'il y a
deuxième ligne qui jouait avec Pascal à l'époque, je sais plus, qui lui dit non mais laissez-les jeunes, là, ils se détendent entre eux. Donc voilà, bon, on se met quelques gifles. Et 15 jours après, je suis dans le bureau à Bourgoin avec Laurent Seigne, qui me fait signer et qui fait venir comme par hasard Pascal Papé à ce moment-là pour absolument rien. Voilà, donc voilà, et voilà, je signe à Bourgoin. C'est devenu ton copain ou on s'est revus régulièrement. vous avez arrêté de vous mettre des tartes à partir de ce jour-là ou il y en a eu quelques-unes quand même? Il y en a eu quelques-unes. Non, il y en a eu d'autres. Après, plus on vieillissait, c'était. Oui. Ouais, c'était. Une journée de plus au boulot, quoi. C'était pas Ouais, non. Une anecdote à Pau, une fois où le dernier match, je sais pas ce qu'on se branche tous les deux, puis on se met 20 mètres, on se tient le maillot, je te tiens le maillot, tu te tiens le maillot, on n'a plus la force vraiment, toi, de faire autre chose que ça, quoi. Et puis il y a l'arbitre de touche qui dit regarde le 5 vert et le 5 rose et tout. Et puis on arrive à la mêlée, 2-3 minutes après tout le monde était déjà là, parce que bon là. C'était vraiment la fin là. Ouais, c'était la fin. Là. Et l'arbitre dit le 5 rose, le 5 vert. Puis il dit oh non, non, pas vous les gars. Et là on se regarde, non mais c'est lui. Ouais, c'est bon, allez. Les sales gosses quoi, vraiment, c'était les sales gosses sur la fin. Justement, Julien, pourquoi tu fais ce choix de quitter La Rochelle avec qui tu commences à avoir du temps de jeu et tu es à la recherche d'un nouveau projet, de quelque chose de différent, de passer un cap aussi? Mais donc je fais 2 ans sur la formation à La Rochelle. Je fais les premiers matchs en top 16, il y a la Coupe d'Europe, il y a la Coupe de France aussi, voilà, la Coupe du Manoir qui existe. Donc première année en première, je fais ces premiers matchs-là. Et puis après on descend. À ce moment-là, j'ai des clubs qui me demandent, et puis je dis non, je veux rester encore un an pour faire mes armes, et je joue un an en Pro D2 à La Rochelle. Et puis j'ai envie de voir ce qui peut se passer après, quoi, la marche d'après. Et Bourgoin m'appelle, voilà, j'y vais. Mais c'est vrai que le passage de La Rochelle à Bourgoin a été dur, je sais pas. Mais l'anecdote fait que j'avais pas de voiture à l'époque. Je suis parti de La Rochelle à Bourgoin. Je dis à ma mère, écoute, je viens de signer à Bourgoin. C'est où? Le vers là-bas. Par là-bas, là. Là-bas. Ok. Tu peux me prêter ta voiture? Elle savait que c'était un donné, mais bon. Ou elle l'a su après. Oui. Elle te l'a prêté à long terme, quoi. Voilà. C'était un vrai leasing. Donc je suis parti avec toutes mes affaires, donc à peu près 2 sacs à dos, et peut-être un sac de supermarché plein, oui. C'est à peu près ça. Et je fais la route. Et en fait, je me retrouve sur des paysages que je n'ai jamais vus de ma vie. C'est vrai que là, t'es loin de la mer. Ouais, Saint-Étienne. Moi, je suis pas trop montagne. Givors, Saint-Chamond, c'est des paysages très industriels et que j'avais jamais vus. Puis Bourgoin, c'est pas une ville très sexy quand même. C'est quand tu débarques à Bourgoin. Et je débarque à Bourgoin le dimanche soir et je me retrouve où il n'y avait pas la même structuration de tout qu'aujourd'hui. Pas commander un Uber. Hein. Non, mais même dans les clubs. Oui. Moi, j'appelais personne. Il t'accompagnait pas, quoi. Il n'y avait pas un manager qui était là pour te présenter les clés de l'appartement dans lequel tu allais vivre. J'avais pas l'appartement. L'appartement, non, t'as un appartement, mais il sera prêt que dans un mois. D'accord, j'étais arrivé le dimanche soir, ça sonnait dans le vide. Bon, ok, je vais prendre une chambre d'hôtel. Là. Et là, tu te retrouves le dimanche soir, tu refais ta vie. 22 ans. Bon, ça va vite, t'as 22 ans, ça va vite, mais tu fais bon, ok, comment ça va se passer, quoi? Pour ceux qui ignorent à quoi ressemblait le CSBJ de cette époque-là, version 2004-2005, ça ressemble à ça. C'était une équipe, il faut le dire Julien, extrêmement dense devant, mais ultra sexy aussi quand on aime le combat. Il y avait une équipe de dingos, il y avait la moitié de l'équipe de France, Julien Bonner, Sébastien Chabal, toi évidemment, Pascal Papé, Olivier Milloux. C'était un effectif monstrueux. Est-ce que tu arrives à t'intégrer facilement dans cette équipe qui, sur le papier, est quand même pas mal? Facilement, je sais pas, mais oui, je crois que j'y retourne régulièrement à Bourgoin. Donc je crois que j'ai aimé aussi cette ville, cet état d'esprit. Il y avait aussi cet état d'esprit de le petit club, la petite ville contre les gros, qu'on cultivait, qui était vraiment l'ADN aussi du club.
Et puis voilà, devant on était costaud, derrière il y avait quand même des joueurs fantastiques, t'as cité devant, mais des Benjamin Boyer, des Alexandre Péclier. Bien sûr, Florian Fritz, Jeff Cooks. Les frères Forest, enfin il y a quelques joueurs solide quand même, oui. qu'on fournit à l'équipe de France pendant de nombreuses années. David Venditti, pour ne pas le citer, David qui était Venditti, aussi particulièrement doué. Voilà, il y a eu quand même un paquet de joueurs et on s'éclatait. Et c'est vrai qu'on gagnait quelques matchs quand même à la maison. On a été invaincus pendant quelques temps. Donc, Oui. Et puis il y a quelques références mythiques, la piscine de Bourgoin avec les supporters juste là. Ça fait partie presque du patrimoine ovale français. D'ailleurs, aujourd'hui, Pascal Papet s'est lancé comme mission de remonter le club depuis l'élite. Enfin, c'est très compliqué. Donc, on lui souhaite bon courage parce que c'est un monument du rugby français qu'on espère retrouver là où est sa place, à savoir au sommet. Quentin, ces équipes-là, est-ce que ça te parle ou c'est encore un peu flou dans ta construction rugby? Moi, ça me parle parce que déjà parce que j'ai un certain âge et donc j'ai quand même pu voir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les noms qui ont été cités, c'est des joueurs que j'ai vu jouer. Bien sûr. Et puis la manière dont la presse en parle, a toujours parlé de Bourgoin. Je pense que le premier terme que tu l'as cité, c'est place forte. Et moi, je me souviens même après la relégation où on voyait les jeunes qui avaient pris la succession des grands anciens qui s'entraînaient à courir en côte. Apparemment, c'est un passage obligé dans la formation à Bourgoin. Et on voyait qu'il y avait une culture club, une identité, rien que le nom Ciel et Grenat, ça dit un truc. Je pense que si tu dis Ciel et Grenat à quelqu'un qui a déjà regardé du top 14 dans sa vie, il sait très bien que c'est Bourgoin et qu'il y a un paquet de joueurs de l'équipe de France qui sont passés par là. Donc c'est un club patrimonial. Alors on lui souhaite le meilleur, même si la zone s'est aussi un peu densifiée avec l'émergence de Yonax et de Lyon, qui étaient peut-être Lyon, pas... Grenoble, Oyonnax, oui, bien sûr, qui ont changé un peu le rayonnement rayonnement de Bourgoin. Antoine, avec une troisième compétition professionnelle comme la nationale, oui. C'est vrai qu'on est le seul pays aujourd'hui dans le monde qui a déjà un deuxième vraiment championnat comme la Pro D2 qui peut-être qui est ultra dense, qui pourrait avoir le niveau, surtout quand on voit cette année. Justement, je te poserai tout à l'heure la question, savoir ce que toi qui as connu la Pro D2 il y a quelques années maintenant, quand on voit qu'aujourd'hui des Johnny May, des Courtney Lawes jouent dans des équipes comme ça et avoir un troisième championnat, j'ai envie de dire professionnel. Alors des fois c'est compliqué pour avoir des budgets, surtout quand il y a des descentes et des montées, mais c'est vrai que Bourgoin aujourd'hui n'est pas non plus redescendu à l'échelon fédéral 3, bien sûr, tu as raison. Et aujourd'hui avec un peu d'investissement et une formation qui peut repartir, ça peut revenir en Pro D2 et sûrement retutoyer un niveau qui peut être déjà professionnel et structurer ce niveau-là et replacer Bourgoin sur le paysage rugby en France. Faut ramener Pierre Martinet et Patrick Sébastien, c'est sûr. C'est sûr, moi c'est un duo, je le sens. Non, mais sens que c'est bien. Non, mais au-delà de ça, au-delà des joueurs, tu l'as dit, au-delà des joueurs, il y avait aussi des managers, des Philippe Saint-André, Laurent Seigne, avant Michel Couturas, qui ont aussi marqué le rugby. Pierre Martinet, qui était quand même un personnage atypique du rugby que je salue. Un des rares qui parle français que je ne comprends pas. Voilà, il a un des plus gros accents que j'ai jamais entendu. Pierre, impressionnant, incroyable, vraiment. Incroyable. Mais un mec adorable. Le duo avec Patrick Sébastien, c'est quand même une dinguerie, quoi. Enfin, t'as connu cette époque quand même où ça devait être particulier. Les causeries, le trio Patrick Sébastien, Philippe Saint-André, Pierre Martinet. Moi, je pense que tu devais rigoler, quoi. Les causeries d'avant-match de Pierre Martinet, c'était exceptionnel. exceptionnel. Donc, à Bourgoin, tu l'as dit, l'adaptation n'est pas forcément évidente. Tu arrives dans une ville que tu ne connais pas, dans un nouveau paysage, une nouvelle région, un dimanche soir sous la pluie, en hiver, seul à l'hôtel. Pourtant, tu vas faire 4 saisons assez exceptionnelles. 5 saisons. Peut-être qu'il y en a 4 exceptionnelles, il y en a une pas terrible. C'est peut-être ça. Tu vas faire 4 saisons exceptionnelles et une pas ouf. Faut être objectif. D'accord. Et tu vas faire 5 saisons où tu exploses totalement. À l'époque, tu formes la deuxième ligne avec notamment Pascal Papet et ou Lionel Nallet et ou Pierre Rasky, que des poètes. Le tout dans un territoire qui ne vit que pour le rugby. Est-ce que tu es heureux à Bourgoin ? Oui. Ouais, parce que déjà, on commence à vivre du professionnalisme. Le professionnalisme commence à naître aussi. Il y a aussi ça dans toute cette période. Et ma génération, c'est qu'on a grandi avec le professionnalisme et le professionnalisme nous a fait grandir. Donc on a vécu ça. Il y avait aussi une forme d'insouciance dans ce professionnalisme. Dans tout ce qui est en train de se mettre en place petit à petit. On découvrait presque tout au final, quoi. Bien sûr, ce top 14 qui se mettait en place, l'émergence de la Pro D2 petit à petit. Enfin, on a tout structuré.
le rugby a complètement changé en 20 ans, quoi. Même Et- médiatiquement, le changement est énorme entre 15 ans avant, où il y avait un match par semaine maximum. Ah là, le multiplex, vous étiez télévisé, les blagues avec la Guy. Enfin, il y avait un Oui, tout changement majeur. tout a changé, tout a changé. Et donc on a aussi vécu ça. Et à Bourgoin, oui, j'étais heureux parce que déjà je m'éclatais sur le terrain, je m'éclatais dans la vie parce qu'on était potes, véritablement. Toi, on parlait de Julien Bonner, Pascal Papé, mais c'est des mecs que je vois régulièrement et je les même trop. Non, je rigole. Il me Non, gonfle. non, Franchement, non. il est chiant. Voilà, il me Non, colle, il me colle. Non, voilà, mais c'est Benoît Cabello, enfin, tous ces mecs-là, Olivier Millou, c'est les mecs, on est restés en contact et tout le temps. Donc, on s'est vraiment véritablement éclaté. Et puis la ville vivait pour le rugby. Enfin, on allait manger chez les supporters. Comme au Racing. C'est vrai parce qu'il y a très peu de supporters, donc techniquement ils sont très proches. Voilà, c'est pas gentil ce que tu viens de faire. On le garde au montage ou pas ça? Oui. Bien sûr. Ouais, vivement les reportages au Racing. Cette année 2007, une des années où tu es à Bourgoin est marquée d'une pierre blanche, puisque tu découvres le 15 de France, comme l'a dit Antoine brillamment tout à l'heure, au cœur d'une tournée suicide, clairement. 2 énormes branlées, une page qui se tourne avec les retraites d'Olivier Magne, Christian Califano, Thomas Castagnède. Est-ce que malgré ça, tu es fier de cette première Marseillaise, d'avoir connu les Bleus, même si c'est dans des circonstances un peu particulières? Je vois pas comment on ne peut ne pas être fier de porter le maillot bleu. Je crois que je m'étais donné un objectif dans ma carrière, c'était de porter minimum une fois le maillot bleu. Et cette tournée, même si y a beaucoup de monde qui est laissé au repos parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive en 2007. Les demi-finalistes ne sont pas là, il y a un contingent énorme de Bergaliens et aussi de joueurs qui jouent leur dernière carte pour intégrer l'effectif, le squad Coupe du Monde. Et ça donne quand même des choses un peu étranges. Un peu étrange, mais oui, on part dans une tournée qui est un peu suicide et qui deviendra suicide et légendaire malheureusement pour le nombre de points qu'on aura encaissés. Mais on porte le maillot bleu, on essaie de le porter fièrement. Alors voilà, on n'a pas d'automatisme, on se connaît pas, on est les jeunes, vieux, il y a un peu de tout dans ce groupe-là, mais ça reste quand même des moments assez extraordinaires. Cette tournée 2007, Quentin, est-ce que tu t'en souviens? Parce que médiatiquement, c'est aussi celle de la révélation du phénomène Sébastien Chabal. Oui, il y a évidemment tout ce qui a commencé à tourner sur YouTube à ce moment-là. Et puis, moi, j'étais super excité parce que j'avais beaucoup regardé la Coupe du Monde 2003. Je me souviens de Laurent Luyet en freestyle sur France Télévisions. Et donc, C'était avec 2007... Serge Simon, je crois, ces émissions la nuit en Australie, où c'était n'importe quoi. Manifestement, il était tard pour eux. et donc, on était à se réjouir. Et je pense, comme tous les Français, on se souvient d'aller accueillir la Coupe du Monde en 2007. Ça voulait dire qu'on allait avoir plein de matchs à des heures où on pouvait vraiment les regarder. Et donc, oui, on regarde ça tout en se disant... Les tournées d'été, c'est déjà pas toujours facile parce que entre les revues d'effectifs, les blessés, ceux qui doivent se reposer, ceux qui essaient de revenir, c'est souvent un peu composite. Et là, c'était vraiment à l'autre bout du monde, une mission un peu au casse-pipe avec quelques-uns qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Et donc, ça a dû être à la fois galère, mais en même temps, c'est parfois dans l'adversité qu'on se soude. Donc, et puis, cette tournée, malheureusement pour eux, est aussi la dernière de certaines légendes françaises. Et moi, c'est ça que je retiens finalement. C'est que c'est la dernière fois qu'on voyait des immenses joueurs, je l'ai dit, Olivier Magne, Christian Califano ou Thomas Castagnède avec le maillot bleu. Et je sais pas si quand t'es joueur ça le fait, mais partager un moment avec ces joueurs-là qui ont 90 sélections, ça doit être quand même un défi assez rigolo. On va faire une petite pause, Julien. C'est quoi ça? Je t'ai dit, on va voir si t'es un spécialiste ou si t'es un mytho. Tu veux que je dise le nom latin ou... Non, juste le nom commun. Non, je sais pas. C'est une grenouille cornue d'Amérique du Sud. C'était facile, Julien. Là, c'est pas vrai. T'auras d'autres chances. On continue. Il est méchant. Je sais pas, j'ai l'impression que tout ça, c'est que du vent. Reste que le temps passe. À l'issue de la saison 2008, le CSBJ est un petit peu en perte de vitesse. Et il se trouve qu'un autre temple du rugby va te faire signer. Tu débarques dans un nouveau club, l'ASM, mais aussi un nouveau monde. C'est quoi le Clermont version Verne Cotter de l'époque? Déjà, je pars à Clermont, parce que l'année d'avant, Jules Bonnière part.
Et je dis... Il te manquait trop. Non, mais en fait, il me dit, C'est lui qui me rejoins l'année prochaine. Et très vite, en fait, dans la saison, Clermont m'appelle. Et Jean-Marc Lermé, je rencontre Jean-Marc. Et très vite, je dis oui, je serai à Clermont l'année prochaine. Voilà, je te le dis, ce sera officiel. Enfin, voilà. Bref. Et donc, je rejoins Clermont donc en 2008. C'est quoi le Clermont de Verne-Cotter ? C'est un club qui a été finaliste, mais est-ce que déjà il y a cette image de rouleau compresseur, de machine énorme, ou pas encore ? Ah, ça commence quand même. Il y a quand même 2 belles saisons, il y a 2 belles finales, ça commence. Après, il y a l'image que toi t'as, et après Oui, bien il y a sûr. l'image. Et la réalité du quotidien et clermontois. Tout de suite, quand tu m'as dit c'est quoi le Clermont de Verne-Cotter en 2008, premier match amical, on joue contre les Anglais, je crois de Northampton à Vichy. Et repas d'avant-match, bref. Et là, causerie d'avant-match, Verne qui prend la parole. Et là, vous foutez de ma gueule. Ouais, j'ai vu, il y en a qui ont mangé la peau du poulet à midi. Vous vous prenez pour les professionnels. Et là, j'étais là devant, parce que j'aimais être devant tout le temps. Et là, je me dis, waouh, j'ai fini 3 ans ici, moi. Allez, C'est qui ce fou. ouais. Voilà, On m'a raconté aussi des séquences à l'ère d'autoroute où il courait après des joueurs. Des joueurs qui avaient acheté des glaces ou des bonbons. Mais oui, c'était une exigence toujours plus, mais qui nous a permis de gagner énormément de matchs, de pouvoir gagner un titre, de jouer un grand nombre de finales, d'en perdre. Mais voilà, Pour mais les perdre, il faut pouvoir les jouer. Le parcours est déjà tellement dur. On s'est éclaté aussi parce que ça a été un nouveau passage. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs. Je pense que j'ai jamais imaginé, quand j'étais au Sable d'Olonne, même à La Rochelle, jouer avec des joueurs comme Olivier Milloux, comme Julien Bonner, comme Aurélien Rougerie. Julien Thomas. Thomas. Non, parce qu'en fait, il travaille avec Julien Thomas. Il me demande à chaque fois de lui placer son nom quelque part. Comme il a joué dans tous les clubs quasiment de France, il a joué avec tout le monde. Donc Julien Thomas. Bien sûr. Ou Thomas Domingo, ou Julien Malzieu, comme ça on peut. Oui, bien sûr. C'est comme les marques, il faut en citer 3, sinon après, il y a un manager les égos. Après, il fait la gueule. Attends, t'as cité 10 gars, tu m'as pas dit. Non, voilà, et c'était un passage, une marche supérieure dans mon apprentissage. Tu rentrais un peu plus encore dans le professionnalisme, dans l'excellence. Ouais, dans l'excellence. Je pense qu'on était un club qui était en avance dans les infrastructures, dans l'approche. On parlait de l'approche, de préparation mentale, physique, nutritionnelle. Clairement, était vraiment en avance à ce moment-là. Et donc, voilà, vivre ça, c'était extraordinaire. Quentin, cette époque-là, c'est presque l'âge d'or clermontois, en dépit du fait qu'il n'y a pas de C'est une titre. équipe qui faisait rêver. Mais voilà, c'est ça. Si t'aimes le rugby, l'équipe de Clermont de cette époque-là, ça te faisait rêver parce que devant, ça marchait bien en touche, ça marchait bien en mêlée. Dès que la balle partait vers les arrières, c'était des avions. Ouais, franchement, ça faisait vraiment rêver. C'est un peu rude, mais moi, quand je voyais les matchs de Coupe d'Europe, je me disais, j'espère qu'on va voir Clermont et pas Biarritz. Désolé pour les Biarros, mais c'était quand même beaucoup plus sympa à avoir joué. C'était, je dirais pas rugby champagne parce que je pense que l'expression est impropre, mais c'était un rugby total. Oui, bien parce que sûr. c'était pas, il y a des avions derrière, mais non, devant, je veux dire, ça malaxait quand même pas mal aussi. De toute façon, tu ne peux pas jouer au rugby, tu peux pas écarter si devant tu les as pas écartelés. Donc c'est toujours la même recette, il faut gagner des duels pour pouvoir écarter les ballons. C'est toujours le même discours. Il faut qu'ils jouent. Non, il faut d'abord leur casser la gueule. On va voir à quoi ça ressemblait à l'époque de Clermont. On est en 2007, si je dis pas de bêtises pour ces images-là. Un nouveau place pour illustrer la carrière de Julien Pierre. C'est la folie en fait. Clermont, c'est du jeu de partout. Et puis quelques joueurs d'un talent rare. Tu ne l'as pas cité, il est terriblement vexé, mais tu as joué quand même avec un ovni qui s'appelait Napoléon Inalaga, qui faisait des saisons. Il a fait, je crois, 4 saisons à 25 essais. Bon, voilà. Il est passé comme si c'était des cadets qui défendaient. Il y a quand même quelques individualités hors normes. Brock James et lui symbolisent ce Clermont-là. Ah oui, il y avait quand même quelques bons joueurs. Benoît Babi, je crois, Vilimoni de la Sao. Il y a quand même quelques joueurs de talent. Joubert, et puis devant
Tirakashvili, Ledesma, Schelzo. Ledesma, Schelzo. Ouais, il y a quand même quelques bons joueurs. Comment Thibaut Priva, bien sûr. Oui. Thibaut Priva qui est quand même le joueur qui a disputé le plus de matchs dans l'élite. C'est quand même une statistique qui pose le bonhomme. Pour durer pendant quasiment 17 ans, je crois, au top niveau, pas facile. Et c'est Henri Chavancy qui disait qui a fait son 400e match avec le Racing, qui disait non, j'irai pas chercher jusqu'à son record parce que il a, je crois, 70 matchs d'écart encore. Mais il faudrait 3 saisons quasiment. C'est monstrueux le record qu'il a. Je pense qu'il sera pas battu de celui-là. Non, il sera pas battu, je pense. Parce que déjà les Toulousains, même s'ils font une grande carrière dans leur club, ils sont tellement appelés en équipe de France ou. Faudrait un joueur extrêmement précoce, très talentueux pour être indiscutable, mais pas assez pour être en équipe de France. Même ça Baptiste fait quand même Couillou, pas mal de même Baptiste conditions. Couillou, je regardais, qui a prolongé là avec le Loup. Il fait 20 matchs par an grand maximum, non Baptiste mais qui a déjà beaucoup joué. Je crois il a près de 200 ou 300 matchs, mais il sera encore loin. D'arriver à ce niveau-là. Quoi. À Clermont, la première saison est magnifique, mais aussi double désillusion. Tu vas perdre 2 finales. Enfin, vous allez perdre. Pardon. Julien, tu vas perdre toi. C'est alors le temps de la malédiction. Vous devenez malgré vous un peu la risée du rugby français finalement, puisque la SM vient de perdre la finale 2007, 2008, 2009, plus la finale de la Coupe d'Europe 2009. Est-ce que gagner ça paraît insurmontable? Est-ce que vous en parlez? La finale de la Coupe d'Europe 2009. Je dis n'importe quoi? Je crois que c'est le quart. C'est le cas, ouais. Je dis n'importe quoi? Ouais. Battu de 1 point. Mais c'est pas la première. Alors que je vais quitter le plateau désormais. Voilà, je vous souhaite une bonne émission à tous. C'était super, c'était Rugby Légende. Vous retrouvez tous les épisodes sur YouTube. En somme, vous allez quand même perdre pas mal de finales, ça tu me noteras pas? Ouais, d'accord, mais rattrape-toi comme tu veux. Ouais, je vais vérifier mes stats. Je vais vérifier ce que tu me dis parce que j'ai l'impression que t'es pas très informé quand même. On perd. Donc gagner. Attends. C'est le seul match de la SM que j'ai eu, puisque j'ai jamais été au Michelin, mais par contre, on était à Dublin, j'en parlais tout à l'heure. Et donc, c'est 29-28 contre le Leinster, qui allait être champion d'Europe juste après. Et 29-28, je sais pas, 10-15 points laissés au pied, Malzieu qui fait un match de dément. On joue un vendredi soir. Ouais, donc c'est en quart de finale. Fais pas genre tu connais ta carrière, ok? Ça commence à me tord un petit peu. On joue un vendredi soir. Le samedi, on se retrouve. Je travaille parce que quand on raconte le rugby, je raconte le reste. C'est bien, vous êtes hyper. Je trouve qu'il y a une symbiose qui est en train de se créer. Il y a les faire. animaux, la Belgique, et là maintenant le rugby. Tu vois, on rapproche les gens. T'as bien fait de venir. Oui, moi je suis entremetteur. Voilà, je vous le D'accord, dis, d'accord, normalement, d'accord, vous devez vous mettre en couple à l'issue de l'émission. C'est ça le concept. Pour aller jusqu'au bout de Rugby Légende, vous devez vivre ensemble maintenant. D'accord. Non, pour revenir à ma question, pardon, j'y tiens quand même. Est-ce qu'à ce moment-là, gagner, ça paraît impossible? Déjà, est-ce que vous en parlez entre vous, des finales perdues? Est-ce que le côté malédiction, c'est un délire de journalistes et de gens à l'extérieur du groupe, ou non, il y a quand même une emprise, un vrai truc? On n'en parle pas, mais c'est un objectif d'aller gagner et d'aller chercher un titre, évidemment. On ne parle pas de malédiction, on parle de comment on fait pour ne pas perdre ces 3 dernières minutes contre le Stade français. Comment on rectifie le tir, c'est ça dont on parle. La malédiction, Oui, voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que le coach s'en sert dans sa causerie ou est-ce que justement il essaye de ne pas du tout en parler pour essayer de ne pas immiscer le doute lorsqu'il vous en parle? Je crois pas qu'on en parle. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas énormément de... Même si tu disais que le staff de Clermont était un peu plus étoffé, mais il n'y a pas, j'imagine, de préparateurs mentaux qui sont là avec vous, qui sont déjà présents. Et à quelle fréquence vous en faites par toutes les 3 heures. Non, mais c'est ça qui est important pour que ce soit efficace. Est-ce que toi tu sentais, parce que c'était nouveau quand j'imagine la préparation mentale, ces choses-là qui arrivent? C'était pas sur tous les joueurs, il y avait des joueurs il y avait le staff, je crois, il y avait certains joueurs qu'on avait besoin, chacun cherchait, il y avait des séquences collectives, mais c'était pas... C'était plus à la demande. Ouais, plus à la demande, ouais. Et toi tu en bénéficiais ou c'était quelque chose où tu mettais un petit peu de côté? J'en ai bénéficié plus tard, j'en ai eu besoin après plus tard, mais pas dans les années, pas au début. Ouais. Pas au début. Par défiance ou parce que tu étais bien structuré, que tu étais aligné? Non, je pense que j'étais aligné, voilà, tout simplement. C'est de toute façon la prépa mentale et le coaching mental, si ça part pas de toi, c'est pas efficace, donc c'est ça. Vaut mieux dire non que oui à contre-cœur parce que ça marchera pas. Donc non, on faisait pas une fixette sur ces finales perdues. Voilà, l'objectif c'était d'égaler et le plus souvent possible et voilà. La saison 2009-2010, cette fois les chiffres sont bons et moins rayonnantes que les précédentes. C'est assez paradoxal, mais en 2 saisons, vous passez de 20 victoires et 11 bonus offensifs à seulement 15 victoires. Clermont se qualifie sans survoler le championnat pour une fois. Galère en barrage contre le Racing et surtout en demi-finale contre Toulon.
qui est peut-être un des plus beaux matchs à mes yeux de l'histoire du top 14, mais c'est une victoire à l'arraché complète. Ouais, en prolongation, j'imagine Avec que un plaquage à 50 cm de la ligne de Gonzalo. Canale, qui met le pied comme ça du Toulonnais en touche. Tu te rappelles de ce match-là avec précision ? Déjà, et c'est une vraie question, parce que t'es pas le premier à venir à cette table. Il y a beaucoup de sportifs qui me disent qu'ils n'ont pas des souvenirs très précis des matchs. Ils se rappellent un peu en global, quoi. Est-ce que toi, tu as des souvenirs un peu plus... Non, en global, t'as des moments. T'as des moments. T'as l'ambiance à Geoffroy Guichard qui est exceptionnelle, le drop de Brock James, on l'a revu 200 fois aussi. Donc, cet essai d'Atos Irakashvili, aussi le plaquage de Gonzalo, c'est des moments. Tu as quelques flashs, Quentin, c'est pareil, c'est demi-finale. Elle est presque fondatrice parce que Clermont, comme je le disais, n'a pas survolé le championnat, un peu galéré en phase finale. Ce match-là, on sent qu'il se passe quelque chose. Oui, et puis on sent presque un curseur de détermination qui est passé presque devant la volonté de montrer, de faire un super jeu, d'être ultra dominant partout. Et peut-être que dans une situation plus d'underdog, ça leur... je ne sais pas si ça les libère, mais en tout cas, l'image que je retiens, j'avoue, c'est le drop de Brock James. Et là, tu te dis, bien sûr. Il y a un truc qui est écrit. Je pense Tu qu'on peux est pas beaucoup perdre. à Ouais. dire, ok, on serre les poings, on croise les doigts, enfin je sais pas ce qu'on peut faire, mais on se dit, ouais, là il y a un truc qui est en train de s'écrire et on se dit vivement la semaine prochaine la finale. Ouais, et puis tu as évoqué le match du Leinster, ce quart de finale. Dans le groupe, il est fondateur. Parce que ce jour-là, on se rend compte qu'on peut rivaliser avec les meilleurs et qu'on peut gagner contre les meilleurs d'Europe, et qui n'avait pas été encore vraiment fait peut-être par le groupe, mais vécu par le groupe. Et je crois que ce jour-là, il y a quelque chose qui se déclenche. Et puis, on joue en histoire, je m'en souviens très bien, parce que en fait, le samedi, on se retrouve tous ensemble à boire 2-3 bières, et on reçoit un message du club à 20h, demain, tous dans les vestiaires, à 11h du matin, le dimanche. Quelque chose que le club ne faisait jamais, jamais, quoi. Et on s'est dit dans quelle sauce on va être mangé, quoi. En tenue, en basket, le message était très clair et tout. Et en fait, à 11h, il arrive, Verne, il est habillé, civil, et en fait, il pose des bières sur la table, des Henken, et il prend les deux plus jeunes, Alex Lapendry et Morgane Parra. Il dit, venez, aidez-moi à ouvrir les bières, il ouvre une bière pour chacun. Il dit, voilà, on a perdu en H-Cup, aujourd'hui on va boire des Henken. Et comme ça, on va tourner la page. Et ce jour-là, il se passe quelque chose aussi dans ce groupe, parce que il y avait cette rigueur aussi de Verne, et là, quelque part, il lâche un peu la bride. Il ouvre une porte, quoi. Il ouvre une porte, et puis il y a ce fait il y a ce match quand même qui est important au Leinster, quoi. 28-29, je ne me souviens pas du score, mais où on fait quelque chose, quoi, de fort contre cette province qui était quand même ultra forte. Qui est toujours, mais qui était ultra forte. Et donc, ce week-end-là, il se passe quelque chose où on se dit, peut-être qu'on peut y aller, quoi. Et peut-être parce qu'on domine moins le championnat, peut-être qu'on se retrouve en difficulté contre le Racing en barrage. Il y a tout ça qui fait qu'on arrive à cette finale, quoi. Et soit tu t'écroules, soit t'es revanchard, et au final, t'arrives à te ressouder et aller au bout. Hein. Et petit clin d'œil du destin, tu parles de revanche, c'est à nouveau face à Perpignan, cette finale. Perpignan, l'USAP qui vous a puni l'année d'avant, véritablement. Ça ressemble à quoi, la prépa de cette finale ? Tu viens de nous parler du levier utilisé par Verne Cotter pour tourner la page. Est-ce que avant le match, il se passe quelque chose de spécial ou non ? On fait comme d'habitude. Alors, mes souvenirs, parce que ça commence à remonter, mais j'ai l'impression que ce jour-là, on ne pouvait pas perdre, quoi. Enfin, on savait qu'on allait gagner, quoi. Mais c'est souvent beaucoup de joueurs disent la même chose. Mais... Ouais, mais j'allais... En fait, pour rien... Anthony Floch me disait que cette finale, il savait que vous alliez gagner. Vraiment, il m'a dit la même chose, la même phrase. Tu vois, on savait qu'on allait gagner. Mais j'ai un souvenir avec Anthony, on est dans les shots tous les deux, on rigole avant le match, quoi. Mais je sais pas, parce que je crois qu'il y avait quelque chose qui était créé ce jour-là, et voilà, mais on savait qu'on allait gagner ce jour-là, quoi. Clermont, 2010, c'est donc la fin de la malédiction de l'ASM. J'ai essayé de l'illustrer via un play et via ce drop totalement illégal, mais ô combien magnifique d'Anthony Floch. C'est celui qui va sceller la victoire clermontoise. Est-ce que tu as pu savourer ces derniers moments, ces derniers instants d'un match ? C'est tellement limpide. Ah, il est incroyable. Totalement illégal parce qu'il y avait touche pour Perpignan, mais il est incroyable.
Il y avait moins la vidéo à l'époque. Ouais, j'ai l'impression. De toute façon, ça change pas grand-chose, mis à part que c'est la Mouletta, quoi. C'est la fin du match, mais de toute façon, Clermont était déjà devant. C'est pas un drop qui fait basculer le match. Pour les jeunes supporters perpignanais, vous ne vous êtes pas fait voler sur cette action, hein, rassurez-vous. Est-ce que tu arrives à... Déjà, à ce moment du match, est-ce que tu réalises que ça y est, vous êtes champion de France, tu es champion de France pour la première fois? Est-ce que tu savoures ou c'est trop difficile à ce moment précis? Je change de question. Ouais, je sais plus là, je sais pas. Mais il y a beaucoup de joueurs qui me parlent de blackout au moment des fins de match. Ils se rappellent plus. En fait, c'est un tourbillon tellement immense. Ouais, je me souviens de en fait, cette finale. Je suis remplaçant et j'en parle la veille avec Julien Bonner. Il faut que la semaine avant. Je dis, je sais pas jouer et tout. Il me dit non mais ça sera bien. Tu seras à la fin du match, on sera ensemble sur le terrain et comme ça on pourra célébrer ensemble. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc voilà, non, on se souvient pas vraiment. Puis c'était le groupe qui a gagné mais c'était un moment tellement extraordinaire que c'était top. Et la célébration après à Clermont, ça par contre, ça c'est un peu plus marquant ou c'est Ouais, elle était longue, la célébration. Mais c'est ça. Ah ouais, mais en même temps, ils attendaient tellement ça que ça c'est. Oui, c'était long, quasiment un siècle d'attente. Hein, donc bon. Elle était longue la célébration parce que. Vous n'avez pas beaucoup dormi. Elle s'est terminée en octobre 2011. non, mais le pire, c'est qu'on joue le samedi, bref, ou le dimanche. Et le mercredi, on part en Afrique du Sud avec l'équipe de France. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Et on a rendez-vous le mercredi matin. Et vous êtes déjà à Orly. Oui, bien sûr. Parce qu'à l'époque, c'était ceux qui jouaient la finale avaient le droit aussi de partir avec l'équipe de France. Ah, et donc, le mercredi matin, quand on part, on a des vidéos de tout le mardi soir. Parce que nous, on avait fait samedi, dimanche, lundi. Bon, c'était arrêté, quoi. Voilà, on était sérieux. Ouais. Et on arrive à l'aéroport. Il y a qui? Il y a Roro, il y a Morgane, Juju Melzieux, je pense. Peut-être Juju Bonner, je suis pas sûr. Je sais plus. Juju Bonner était peut-être au repos, se tourner. Bref. Et on part pour une semaine en Afrique du Sud, 15 jours en Argentine. Ah ouais. Et à 10h, on boit quoi, les gars? On boit une bière. Faut pas perdre le rythme. Ça, c'est très important. Ouais, c'est ça. Évacuer l'alcool par l'alcool. Les premiers journalistes qui arrivaient, ils étaient morts de rire. Ils avaient caché, ils n'avaient rien dit, évidemment, mais bon, là, c'était. Ça restait un moment historique. Quentin, comment tu l'as vécu, ce premier titre? Parce que c'est pas du tout me moquer, hein, mais moi j'ai beaucoup pleuré à cause des clubs que j'aime, mais pas toujours, enfin jamais pour des victoires en gros. Est-ce que toi, à ce moment-là, c'est la délivrance, le soulagement, l'euphorie ou Moi je suis content pour le rugby. C'est bizarre, hein. En tant que supporter, je suis content, je suis libéré. J'ai eu l'impression très vite, je sais plus comment se construit le score, mais j'ai l'impression qu'après une demi-heure, on a tous compris. Et donc, entre guillemets, tu peux savourer, en tout cas toute la deuxième mi-temps. Moi, je suis content pour le rugby parce que comme c'est le rugby qui me plaît et qui, je pense, fait rêver les gens devant leur télévision ou dans les stades, je suis content que ce rugby qui fait rêver les gens soit payé. Et donc, tu te dis, ouais, on peut faire à la fois le plus beau rugby et le rugby qui gagne. Donc, moi, je suis vraiment heureux en tant que supporter de Clermont, évidemment, mais surtout heureux en tant que fan de rugby. Tu te dis, ouais, c'est ça, c'est le rugby total et ça gagne. C'est quand même une super image et moi c'est ça que j'ai envie de retenir à la fin du truc. Évidemment ça fait marrer mes enfants à l'époque, mais je suis excité tout seul devant ma télé, j'applaudis, enfin bref, tous les trucs si tu filmes des supporters devant leur télé quand l'équipe gagne, on n'a jamais tous l'air très malin, mais non, moi ma femme elle s'enfuit maintenant, elle se tire vraiment, ça la gonfle, hein. Elle me dit non mais ça va, t'es complètement con, donc elle s'en va carrément. La dernière fois elle m'a fait ça pour un match de l'équipe de France. Match de l'équipe de France, elle s'est levée, elle a dit je vais prendre un bain. Je dis mais toi t'aimes pas le rugby? Elle m'a dit non. Je dis ok, bon voilà. La messe s'est dit de faire un petit saut de puce de 2010 à 2015 déjà, parce que là c'est le dernier match à Clermont. Et le dernier match à Clermont, il se passe ça, c'est une finale du top 14 face au Stade Français. Cette fois le dénouement est moins heureux, Julien. C'est la fin d'un cycle à Clermont et de ton passage. Une nouvelle finale perdue sans remuer le couteau dans la plaie, ça commence à être vraiment chiant. et cette finale en plus est abominable, pas un essai, c'est probablement une des plus moches, 12-6, une des plus moches de l'histoire. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Clermont? C'est lors du bilan. Est-ce que tu es heureux, frustré? Et cette année, on perd aussi une finale Coupe d'Europe. Ouais, peut-être y revenir.
C'est pas de bol. La finale de Coupe d'Europe, là, ça faisait beaucoup, quoi. Non, la plus dure, c'est celle de 2013. La finale de Ouais. 2013 de Coupe d'Europe qui est la plus dure, je pense que chaque Clermontois qui a vécu, elle est... Quentin m'en parlait avant l'émission, hein. C'était un trauma. Celle-ci, elle a fait mal. Mais bon, voilà, bref. Qu'est-ce que je retiens ? Une chance inouïe d'avoir joué pendant 7 ans pour ce maillot-là, pour ce club-là, pour cette région, pour ce peuple-là, parce que c'est des vrais amoureux du rugby, du beau jeu et de ce club. D'avoir joué avec tous ces joueurs et d'avoir continué à écrire mon histoire. J'ai eu la chance de porter ce maillot, de partager ces grands moments avec ces grands joueurs et de la fierté d'avoir vécu ça. Ouais. Quentin, c'est drôle parce que Julien n'est donc pas formé à Clermont. Il va pas finir sa carrière à Clermont. Et pourtant, c'est une vraie icône clermontoise. Il fait partie de cette génération qui a marqué le public de l'ASM. Je pense que tous les gens qui ont vu jouer cette équipe-là peuvent vous citer 5, 6, 8, 10, 12, 14 joueurs parce qu'il y avait une telle culture club, culture gang, culture jeu qu'on est imprégné de tous ces noms-là. Et je pense que c'est ça aussi, tu parlais de la formation et de la fin de carrière, mais 7 ans au plus haut niveau avec je ne sais pas combien de dizaines de matchs par saison, je ne sais pas combien de matchs... Julien a joué en tout pour Clermont, mais tu as vraiment le temps de marquer une génération, un style de jeu, d'autant plus que Julien il a gagné aussi à cette période-là ses sélections en équipe de France, avec des résultats aussi. Et donc, je pense que c'est juste bien mérité. Antoine, il y a aussi un aspect de la carrière de Julien que j'ai un peu occulté, c'est son passage en équipe de France, cette finale face à la Nouvelle-Zélande. Cette génération tricolore, c'était aussi... une équipe presque de baroudeurs en fait. Oui, parce que moi je l'ai vécu, je suis un petit peu plus jeune, donc j'étais un peu c'était un premier peu enfant, frisson. mais c'est vrai que moi c'est un peu la période où j'ai commencé le rugby autour de 2008-2009 et cette finale 2011 j'avais déjà raconté quand on avait reçu Johan Huget, je l'avais vécu en école de rugby, quoi. Donc on se levait très tôt le matin, on faisait un goûter, on regardait les matchs parce qu'il y avait le décalage horaire en Nouvelle-Zélande et c'est vrai que nous, pour nous vous étiez des montagnes, quoi. On comparait ça à des montagnes et on se disait un jour si on arrive juste à se mettre debout et à mettre les mains en haut et arriver jusqu'à la tête de Julien Pierre, c'est déjà qu'on serait déjà des très grands joueurs. et non, c'était des vraies références et surtout qu'en plus avec le temps, finalement, quand on voit ces dernières années des joueurs de Clermont qui ont brillé en équipe de France, il n'y en a pas énormément. Il y a Damien Penaud. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui manque, j'ai envie de dire, à ce club-là, c'est d'avoir des vraies figures qui réincarne ce niveau international, ce niveau français. Et en fait, à cette époque-là, tu en avais 4, 5, 6, 7. Tu avais l'impression que c'était un squad. Ils arrivaient en squad, ils arrivaient ensemble, quoi. Vous arriviez tous ensemble et vous représentiez très haut ce club de l'ASM parce que vous n'étiez pas tous remplaçants, quoi. En équipe de France, souvent, vous aviez une place très importante dans la pierre angulaire du système du 15 de France. Donc, c'était des références et... quand il y avait la liste qui tombait d'équipe de France. Oui, tu savais qu'il y avait du Toulouse, il y avait du Clermont, il y avait du Biarritz, enfin, c'était des incontournables. Exactement, donc forcément très, très, très marquant. La dernière aventure en club, c'est à Pau, la section paloise. J'ai choisi d'illustrer ce passage-là avec ton dernier match en carrière. C'est donc le 5 mai 2018 et ce sont tes adieux. D'ailleurs, même les arbitres sont contents, tout le monde te félicite. C'est finalement l'aboutissement d'une carrière assez hors norme, avec des titres, des sélections, une finale de Coupe du Monde, des clubs historiques du rugby français qui font partie du patrimoine de l'Ovalie. Est-ce que le petit garçon qui a grandi en Vendée rêvait de tout ça et est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli ? Oui, je crois que je rêvais un peu de tout ça, même si, encore une fois, comme je disais, j'avais pas cette culture rugby véritablement, mais c'est marrant, on m'a souvent montré ces images et ce dernier match et la sortie que les joueurs m'ont faite. C'est émouvant ça. Et moi, je vois cette carrière avec différentes phases d'apprentissage où j'étais un peu adolescent à La Rochelle, puis j'ai commencé à apprendre mon métier, et puis je l'ai pu l'exercer pleinement à l'ASM, et puis j'ai essayé d'être en phase de transition à Pau, véritablement, et je m'étais un peu donné ce rôle-là, et j'avais envie de donner ce rôle-là à Pau,
Et puis Pau m'a donné cette chance-là de pouvoir jouer 3 ans. J'ai conscience que j'étais un des privilégiés du rugby français pour pouvoir jouer aussi longtemps parce que c'est presque 17 ans de rugby pro. Et donc voilà, privilégié. Je me souviens plus de toute ta question, mais c'est pas très grave. Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli? Je suis fier quand ma petite fille qui a 4 ans et demi me dit « Mais papa, tu joues au rugby ?» Mais il y avait du monde dans le stade. Et ça, voilà, et elle commence à comprendre, elle est toute jeune, elle n'a pas vu son papa. Et ça me... Ouais, on lui montrera Rugby Légende. C'est le meilleur moyen de tout savoir. Voilà. C'est pas censuré. On va biper à chaque fois que je dis des gros mots, que je me trompe dans les chiffres. Merci Julien, c'était vraiment sympa, mais le côté sympa c'est terminé. Place à ce que j'ai appelé le moment de vérité. Déjà, on va basculer sur le jeu. Julien, c'est quoi ça? Ah, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est aussi en Afrique. Oui. J'ai pas le nom. C'est Julien, je te donne un indice. Un ori. Ori. Oui. Je sais pas quoi, oui. Un Oryctérope du Cap. Oui. Quel mytho. Désormais, c'est facile. Ce sont les questions qu'on n'a jamais osé poser à. Alors, ce sont des questions... Non. Quentin, tu l'avais, l'Oryctérope? Oui, bien sûr. C'est vrai que ça ressemble quand même à un Pokémon. Moi, j'adore cet animal. C'est une sorte de cochon aspirateur. Je trouve ça magnifique. Je disais donc, les questions qu'on n'a jamais osé poser à Quentin, un supporter de l'ASM, ou à Julien Pierre. Ce sont des questions abominables, horribles, évidemment truculentes, hein, mais surtout très méchantes. Et vous devez rester de glace, poker face, pas sourire, pas rigoler, pas me taper, mais il faut répondre. Voilà. C'est un concours entre deux, non? Je vous pose une question chacun, il faut essayer de pas craquer, quoi. Voilà, c'est ça le but. Craquer sous toutes ses formes, hein, je vous l'ai dit. Pas d'insultes, pas me taper. On a le droit de faire rire l'adversaire ou... On est en match ou on essaie quoi, Là, ça y est, c'est un match, ça y est, c'est la bagarre. C'est la bagarre. C'est comme toi et Pascal Papé, on va se mettre des tartes. Oui, Antoine, je sais pas tu... le format, mais on va va falloir t'accrocher un petit peu, là, Quentin. Là, je sais que ça va peut-être un petit peu remuer, mais il va falloir s'accrocher. Antoine, est-ce que tu veux commencer? Allez, une première question pour Julien. Est-ce qu'on t'est déjà venu te voir, on t'a dit, il commence vraiment à nous faire chier le grand, à nous parler d'environnement et d'écologie? Ce serait ballsy, je ne te cache pas que ce serait courageux. On l'a peut-être dit, mais pas comme ça. Et puis, je fais ce qui me plaît. Quentin, supporter de l'ASM, belge et écolo, pourquoi tu as aussi peur de gagner? Poker face, c'est loupé. Je préfère des victoires flamboyantes, mais parfois il faut assumer de manger son pain noir. Ouais, bon là, ça a quand même fait beaucoup de pain noir quand même. Ouais. Julien, tu dirais que le fait d'avoir pris plus de cartons jaunes que d'avoir marqué d'essais, c'est le signe d'une carrière réussie pour un deuxième ligne? Oui, et alors, l'autre jour, des jeunes m'ont posé la même question. Il paraît que j'ai marqué plus d'essais que j'ai pris de cartons. Non, je pense pas. J'ai fait le calcul. Hein. Ah, t'as fait le calcul. Ouais, je suis repassé par le. Ouais. J'ai consulté les datas, comme on dit. Et sur les chiffres, ça va vite les essais. Ça va et vite. sur les chiffres, je suis hyper carré en plus. Ouais, d'accord, ok, bon. Antoine, est-ce que tu as une question? Oui, justement, pour revenir un petit peu sur la tienne, est-ce que c'est ton plus grand regret de ta carrière de savoir que Jamie Cudmore a plus d'essais que toi? Ou la balle perdue. Il a aussi plus de cartons. Oui, probablement. Plus de suspension. Oui, probablement. Quentin, tu préfères avoir la tête de David Girakashvili ou le corps de Rabah Slimani? Je veux dire le corps de Rabah Slimani parce que je m'en rapproche. Ça te permet de finir au Leinster, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Ouais. Parce qu'en plus, Dato, il entraîne au Stade Français. Tu peux le croiser. Ouais, je peux le croiser moi aussi. Je vais peut-être pas passer beaucoup porte d'Auteuil. Toujours un tu préfères, Julien. Tu préfères devoir porter les mitaines de Brock James à tous les rendez-vous importants, à tous, ou être réveillé tous les matins par une causerie de Vern Cotter? J'ai porté des mitaines quand j'étais joueur. Il y a une période où j'avais mis des mitaines, c'était la mode. C'était dégueulasse. Ça n'avait aucun intérêt. Donc les mitaines, on va les laisser de côté, puis on va passer sur Verne.
Très bien. J'enchaîne. C'est quoi le plus dur, jouer à Pau ou vivre à Bourgoin? Aucun des deux. Non, j'ai pas le droit. Si, t'as le droit, t'as tous les droits, t'es chez toi. Antoine, est-ce que tu as de nouvelles questions? Bah justement, moi je voulais savoir quel est le stade où tu as joué, où tu as ressenti le plus de frissons et pourquoi La Rochelle? Parce que c'était mon premier match, c'était le stade Marché des Flandres quand même, c'est quand même un stade mythique. Il a failli déraper. Hein. Ouais, t'as entendu? Il a failli déraper. Hein. Ouais. Non, c'est Michelin. Le Michelin, quand il était plein craqué, c'était quand même assez exceptionnel. Il y avait une ambiance de malade qui était plein tout le week-end. T'aimerais qu'il retrouve cet engouement-là, que ça revienne? Bien sûr, j'aimerais. Ouais. Trop journaliste là, Antoine. Là, on est sur les questions méchantes. Je dois te recadrer un petit peu. Dans le même genre, t'as déjà eu envie de mettre une tartine à un coéquipier et pourquoi Morgane Parra? Parce qu'il est chiant. Quentin, comment on explique qu'en Belgique, il y a moins de joueurs de rugby célèbres que de pédophiles? À mon avis, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de rugbyman. Il y a des fois, j'ai honte de moi. La question est rudement honteuse, mais... Des fois, j'ai honte de moi, je te cache pas. Julien, pour finir, après avoir joué pour un monstre industriel et un géant pétrolier, t'arrives encore à faire croire que t'es écolo? Justement, il faut se battre de l'intérieur, je crois. Alors, prenant plein de pognon, t'as raison. C'est fini pour les questions méchantes. On arrête les bêtises et on passe à la séquence que tout le monde nous jalouse. Je parle évidemment du quiz de la mort. Il n'y a que des séquences avec des noms qui font flipper, mais là c'est cool. Là on va jouer. Le but c'est simple, qui connaît le mieux la carrière de Julien Pierre? Julien Pierre ou Quentin, le supporter de l'ASM? Dit comme ça a l'air dur. Mais je te promets que tu peux y arriver, j'ai tout fait pour que tu gagnes. J'ai triché comme un malade. Très bien, vous êtes prêts? Julien a pris sa retraite en 2018. Qui était le meilleur marqueur d'essai à l'issue de la saison 2017-2018? Vous avez le droit de proposer des trucs, hein. Pas Julien Pierre. Pas Julien Pierre. Deuxième, je crois, Julien Pierre. Non. 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 N'hésite pas, Quentin, à proposer les noms. Du Yoann Huget? Non. Vincent Clerc? Non. C'est pas un Toulousain. C'est pas un Toulousain. Vincent Clerc. Non. Il joue derrière. Il joue derrière, il joue à l'aile. Ah, on se resserre déjà. Ouais. Il peut jouer à l'arrière aussi. Oui, mais il a joué le début de saison à l'arrière et puis après il est repassé à l'aile. C'est vrai, tu as raison. Dans un club rouge et noir. Mais pas Toulouse. À Toulon. Ça peut être Toulon, ils sont rouges et noirs et c'est pas Toulouse, ça marche. Ça peut être Lyon. Ça peut être Lyon aussi, mais c'est pas Lyon. J'essaie de vous aider quand même. Bon, je vous donne un autre indice. Ouais. Il est insupportable. Et il est anglais. Ah oui, Splash. Oui. Vous avez pas la mémoire des noms apparemment, ça c'est un vrai problème pour ce jeu. C'est un anglais. Oui. C'est un anglais. Ma fille, je lui apprends. Ah déjà? Les anglais. C'est pas bien? C'est pas bien. Ils ont brûlé Jeanne d'Arc, Azincourt, tout ça. Elle a un livre sur l'époque, sur l'histoire, et elle appelle ça à l'époque, mais les Anglais. Non, je dis les Anglais, on fait la bagarre entre les Anglais. Donc, ok. Donc, ah ouais, c'est bien. Voilà. Elle va être dans le 15 de France assez rapidement. Capitaine du 15 de France. Tu vas. Ouais. H de Splash. Ouais. Ashton. Oui, Chris Ashton, on vérifie en image. Oui, monsieur, ça fait 1-0 pour saison Quentin. Saison de fou malade. Qui a fait l'unanimité contre lui. Tout le monde le détestait, même à Toulon. Et pourtant, il a marqué, je crois, 21 essais cette saison-là. C'était exceptionnel. Dont ce genre de performance-là, voilà. Évidemment, le sens du collectif, le partage du ballon, jouer avec les copains. Bon, quand on court à cette vitesse-là, de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin. Du bébé? Non. Je crois que c'est Lyon. Non, je dis une saucisse peut-être. Je sais plus. Je vous conseille de vous rendre sur Legendary Place. Brive, non? Oui, c'est Brive puisque j'ai vu Benjamin Lapère. Ouais. Tout à fait. Et Arnaud Mignardi qui prend une belle pommelle là. Ouais. Là, ça fait partie des bons souvenirs pour lui, je pense. On va passer au qui suis-je. Je vais vous raconter. Oui, ça fait un point, un partout. Déjà l'égalisation. Alors, je vais vous raconter la vie de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a croisé ta route, Julien. Ça peut être quelqu'un de l'époque du centre de formation de l'ASR jusqu'à ton passage à Pau. On balaye large, d'accord ? Je vais donner sa vie. C'est pas de tricher, il n'y a pas écrit là. Je vais donner sa vie. Vous me devez faire des propositions. Vous devez me faire des propositions. Quand je parle français, c'est mieux. Vous écoutez bien ? Tendez bien l'oreille. Je suis né en Australie. Oh, James. Pas du tout. Je nais dans une famille de fous. Mes frères Chales, Kyle, Jamie sont tous professionnels à 13. Mon oncle est champion du monde. Et mon cousin Jérémy...
Et mon cousin Jérémy est international aussi. Hamilton. Moi, c'est au rugby à 15 que je me révèle, d'abord dans le championnat local, puis en super rugby. Mais même si je suis né chez les kangourous, je ne suis pas australien. Je vais compter 3 sélections pour une autre nation du Pacifique, probablement pour la meilleure de toutes. Mais 1m84 et 100 kg témoignent de mon style frontal, Fritz. direct, non. Mais je reste un joueur aussi technique que physique. Je débarque dans le top 14 à l'aube de mes 28 ans et mes débuts sont impressionnants. Je suis la doublure d'une légende du club et du titulaire du 15 de France, mais j'ai quand même du temps de jeu et dès que je joue, je rassure. Mon passage se solde par 4 finales et 1 titre avec l'ASM. Loaki. Non. Après Clermont, je prends la direction du Béarn, où je m'impose comme l'un des cadres. Avec mes compatriotes néo-zélandais, je forme un axe 10, 12, 13, 15 100% All Black avec Taylor, Slade et Smith. Je termine ma carrière du côté de Montauban, où je dépanne en tant que joker médical. Devenu membre du staff de Clermont, je suis... Ah, Benson Stanley. Pour vérifier en image. Oui, monsieur, Bravo. Benson Stanley. Et normalement, je pensais que vraiment ça allait être un peu plus facile, mais tu allais le chercher quand même. Benson Stanley, donc international néo-zélandais, ultra physique, entraîneur de la défense désormais, qui rate jamais un match en fait, globalement. Super Ultra propre. Élégant. Et super mec en plus, ça je le savais pas. Super crochet. Ça fait partie des joueurs plutôt talentueux que je suis à croiser. Oui. Il était né en Australie, toi. Pardon ? Je savais pas qu'il était né en Australie. Ouais, il est né en Australie et il est d'une famille de fous furieux. Il l'appelle le Stanley Crew, je crois. Parce que vraiment, ils sont tous internationaux à 13 ou à 15. Ouais, t'as pas écouté du tout ce que j'ai raconté. Trop concentré. J'ai l'impression que t'as pas du tout écouté. La question historique désormais. C'est une des dernières questions. Ça fait un partout, hein, je rappelle le score. À un an près, je vous demande pas le jour, je vous demande pas l'année, je vous demande pas le mois, je vous demande l'année. À un an près, en quelle année a été fondé le club de Clermont ? 1911. C'est tout pile. 1911. D'ailleurs, grâce à la montagne, on a des archives du premier comité de direction de l'ASM. Ça respire la classe quand même. Moi, j'adore ces photos-là. Énorme. Et je remercie la montagne d'ailleurs d'avoir publié un article historique. Déjà sur Aurélien Rougerie. Hein. C'est en haut à gauche, c'est lui, tout à fait. On le Julien reconnaît bien. Bonner. Oh. Ah non, pas on a dit pas les copains, Antoine. C'est le flashback. Il reste 2 questions. Il y a 2-1. Tu peux revenir, Quentin. J'ai Tu peux même l'impression. gagner. Plongeons-nous dans le passé. Vous allez fermer les yeux, je vais vous donner une date. Et vous allez me dire ce qui s'est passé ce jour-là. Fermez les yeux. On se replonge dans le contexte. Nous sommes le 18 mai 2013. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Finale de Coupe d'Europe. Et de l'honneur Armitage qui fait un petit coucou. Oui, monsieur, c'est pas la cool. finale de la Coupe d'Europe. J'accorde un point chacun. Pour rester dans le match, parce que je suis un tricheur. On regarde d'ailleurs les images. Et comme ça donne l'occasion de dire un mot quand même sur ce geste qui est resté dans l'histoire et aussi dans le cœur des supporters de Clermont, des joueurs j'imagine peut-être. Mais Quentin, tu m'as dit que quand on a discuté un peu de tes souvenirs rugby, tu m'as dit que tu n'avais toujours pas digéré ce truc-là. Ouais, non. Déjà, il y a une faute sur le début de l'action, mais ça, je pense que comme tous les supporters, on reviendra Oui. jamais dessus. Mais ouais, c'est clairement pas ce qui me branche sur un terrain de rugby. Le chambrage, j'avoue que ça m'a jamais parlé. Donc voilà, après, il y a toujours un gagnant, un perdant, un match, ouais, en tout cas sur une finale. Mais voilà, la classe. Je veux dire, c'est dommage, c'est presque dommage pour Toulon qu'on se souvienne de ça plutôt que Du reste de du la match. performance. Ouais. Voilà, parce qu'après, tu gagnes, tu perds, c'est le rugby. Mais... Moi, j'ai pas ce souvenir-là. Enfin, j'ai pas ce moment précis du match. Mais ce match-là, par contre, je pense que c'est une année où Clermont et le club, le staff, les joueurs, on a tout fait pour. On avait cet objectif-là d'aller gagner un titre de champion d'Europe. On voulait aller chercher cette étoile sur le maillot. Et ce jour-là, on passe à côté. On perd le fil du match petit à petit parce que ce match, on l'a en main avec cet essai de Naps. Ouais, une entame Deuxième parfaite. mi-temps qui est parfaite et on a le match en main. Ce match-là, on ne doit pas le perdre. Et ce jour-là, on perd. Et je pense qu'on est en grande partie responsable. C'est pas un chambrage, c'est pas ceci, c'est pas cela. On a perdu le fil du match. Oui, tu retiens plus la désillusion suite à une saison qui était faite pour être champion d'Europe que cette image-là qui Oui, c'est un fait de jeu. Bon, voilà. qui reste pas très classe mais anecdotique. Oui. Ça fait, si les comptes sont bons, 176 à 175. Tout est possible parce qu'il y a des. Voilà, c'est moi je fais les comptes tout seul. C'est moi je fais ce que je veux. C'est désormais l'énumération.
tu as l'occasion d'égaliser, Quentin. L'exercice est tout simple. Tu ne peux pas du tout la pression. Chacun son tour. Vous allez me donner un joueur présent sur la compo. Antoine, si présent, J'ai la compo. Maître Mazer, huissier de justice, à la compo sous les yeux. Quentin, tu es mené, donc c'est toi qui vas commencer. Peux-tu me donner un joueur présent dans le 15 de départ de Clermont ou de Toulon pour la finale du top 14 2017 2017. 2017. 2017. Ah ouais, j'ai le droit de prendre des trucs où t'es pas là non de plus. Clermont. T'es pas le centre du monde, Julien. Victoire de Clermont 22-16, on rappelle, Tout à ça fait. peut aider. 2017. T'as 30 joueurs possibles, hein, donc n'hésite pas. Sans regarder mon écran, bien sûr. Ouais. Difficile Moi, je de l'ai pas, jauger. je peux Je dirais Matt Guito. J'espère qu'il était toujours là. Aïe, Il aïe, n'est pas titulaire aïe, aïe, aïe. C'est genre et il est remplaçant. Écoute, je te donne Ah, un mais c'est bon, joker. ça passe sur la feuille de match, non? Non, c'était titulaire, mais c'est Ah. pas grave. Je te donne un joker. On va voir fait si comme Julien- on veut. On va voir Si si, on peut faire sur la si feuille de tu match. marques, tu gagnes. Si tu marques pas, tu perds. Enfin, on continue. Ouais, d'accord. Ok. Tu Ouais. perds égalité. Donc, c'est joueur de Toulon ou de Clermont? Celui que tu veux. Morgan Parra. Titulaire en 9. C'est une victoire de Julien Pierre. Écrasant. L'énumération, c'est la Écrasant. deuxième plus courte de l'histoire de ce jeu, après celle de Philippe Saint-André qui s'est trompé sur la première réponse sec, comme ça, paf, même pas sur la feuille, rien. C'était à 5 ans près, c'était bon, mais c'était pas bon. Faut voir ce qu'il avait dans le ventre, s'il voulait en dire quelques autres. Est-ce que tu en as en réserve Oui, ou- il a tout regardé, remarque. Ouais, non, c'est la vraiment Non, mais c'est la difficulté. pression, là. C'est l'exercice. Mais oui, négatif c'est de hyper quel dur. c'est Moi, j'ai le beau rôle, tu vois. et lui, encore plus, il a la compo sous les yeux. Antoine, il fait le malin, mais bon, fermez l'ordi, il est complètement perdu. Hein. Messieurs, merci. On arrive au terme de notre émission, de cette heure et demie passée tous ensemble. Julien, est-ce que tu as passé un bon moment? Pas trop. Ouf, pas inoubliable, quoi, j'ai l'impression. C'était mieux C'était très l'autre bien. podcast avec, Ouais, avec les c'était- autres, ouais. ils sont, c'est Plus plus carré. dynamique, c'est plus. Tu vois, les Ça commence questions à sont l'heure. plus punchy, tu vois, il y a un truc en plus, quoi. T'étais Ouais. bien, mais. Mais pas top, c'est ça, ouais. non, Ouais, non, bon. c'était très bien. Merci beaucoup, Julien, en tout cas, de nous avoir accordé du temps. Quentin, déjà, est-ce que tu as passé un bon moment? J'ai passé un super moment avec vous tous. Bon, trop bien. Et ça me donne l'occasion de te remercier, sincèrement, parce que tu t'es tapé un périple. Ça aurait pu être un bourbier terrible. C'est-à-dire que tu viens de Belgique exprès pour cette émission. Évidemment, tu es grassement rémunéré, donc ça, bon, c'est normal. Mais vraiment, sincèrement, merci. Et puis, c'était un plaisir de faire ta rencontre, parce qu'il se trouve, pour dévoiler nos petits secrets, qu'on ne se connaît que d'Internet jusqu'à maintenant. Exactement. Et c'est un vrai plaisir d'avoir passé ces 3 heures avec toi. D'ailleurs, maintenant, tu peux venir dormir à la maison quand tu veux. Voilà. Écoute, c'est noté. Antoine, un grand merci aussi de nous avoir accompagnés, toujours juste dans tes analyses et dans tes papiers. On peut te retrouver sur Sud Radio, Oui, sur l'équipe exactement. et sur. J'ai vu TF1. Oui, bah exactement. Au service information, on essaie de. Il fait tout ce garçon, c'est incroyable. Bientôt Voilà. Cuisine TV, Equidia, la chaîne Histoire, ça va être incroyable. Moi, une carrière comme ça, Antoine. Ushuaïa TV. Voilà, je t'ai connu Pour tout les petit et là, le décollage. Ça donne l'occasion aussi de remercier Andrea Gelé, Loïc Genard à la préparation de cette émission, Julia Nice à la réalisation, le studio Module pour les studios dans lesquels on enregistre et qui nous permettent de vous proposer ces super émissions. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain Rugby Légende. Quel pénible. Je vous dis à très vite pour un prochain Rugby Légende avec de nouvelles légendes du rugby français et un nouveau supporter. N'hésitez pas à partager ces contenus et à passer sur legendaryplace.com pour lancer vous-même le championnat des fans. Je vous dis à très vite sur Legendary Place.